Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Les établissements scolaires de Monaco viennent de recevoir des outils pédagogiques numériques offerts par l'association Children and Future. Le Rotary International a organisé la réunion de ses dirigeants Europe-Afrique en principauté en fin de semaine dernière. Une dizaine d'auteurs de la région se sont donné rendez-vous samedi à la Galerie L'Entrepôt pour présenter leurs ouvrages mis en ligne sur la librairie numérique de Monaco. Et enfin, nous irons au CHPG où depuis le mois de septembre, l'hôpital de jour propose un service de restauration qui permet de favoriser la mise en appétit des patients parfois fragiles. Mais avant de développer ces titres, le lundi 11 novembre, date de la fin de la Première Guerre mondiale. Une commémoration a été organisée en principauté devant le monument du roi des Belges, une cérémonie à la mémoire du roi Albert Ier. À la suite, à 11 h, les nombreuses personnalités présentes se sont rendues au cimetière de Monaco. Et enfin, la commémoration du 11 novembre s'est poursuivie comme chaque année à la Maison de France. Je vous rappelle que le 11 novembre est la date qui symbolise la fin de la Première Guerre mondiale, guerre qui a fait plus de 18 millions de morts. Comme je vous le disais précédemment, les établissements scolaires de la Principauté ont reçu un bel appui de l'association Children and Future. Des outils pédagogiques numériques ont pu être offerts grâce à une partie des dons récoltés tout au long de l'année. Reportage à l'école Saint-Charles de Patricia Navarro. Des doigts qui se lèvent, des trousses, des cahiers, tout semble traditionnel dans cette salle de classe. Et pourtant, les petits élèves de l'école Saint-Charles, comme de nombreux autres en principauté, travaillent aussi avec des outils à la pointe de la technologie. Tablettes, tableaux interactifs sont de plus en plus fréquents et peuvent se montrer particulièrement utiles pour les petits élèves rencontrant des difficultés d'apprentissage. La recherche d'approches pédagogiques innovantes est l'une des priorités de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On ne peut pas aujourd'hui envisager de ne pas utiliser le numérique. Les tablettes numériques font partie de notre environnement scolaire. Il ne s'agit pas pour autant de négliger le papier et la plume. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Mais pour des enfants qui ont un handicap, on se doit, nous aussi, de leur proposer un réel projet pédagogique. Il ne s'agit pas de les laisser de côté, il s'agit d'essayer de les motiver, de faire en sorte qu'ils s'enrichissent, qu'ils comblent leurs lacunes d'une autre manière. Depuis la rentrée scolaire 2012, l'association Children and Future a décidé de devenir partenaire de la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports en finançant l'acquisition de matériel. Cela a notamment permis de déployer un programme portant sur l'utilisation du numérique pour compenser le handicap. L'une des fonctionnalités principales de la tablette qu'on peut exploiter avec ces élèves-là, c'est les fonctionnalités audiovisuelles. C'est-à-dire cette possibilité très rapide et très facile de prendre des photographies, de prendre des films, soit de ce qui se passe en classe, soit de l'élève, et de pouvoir l'exploiter en temps réel. Ensuite, il y a un deuxième type de fonctionnalité qu'on utilise, c'est évidemment les applications. Alors parmi les applications phares qu'on utilise, je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire de publicité, mais en tout cas, ce sont des fonctionnalités de traitement de texte dans lesquelles on peut intégrer très vite des photographies, des films ou des enregistrements. Ça permet par exemple, en maternelle, de créer des cahiers de vie numériques. Alors, pour les élèves qui ont des troubles du langage, qui ne peuvent pas s'exprimer très rapidement, qui cherchent encore leurs mots, qui ont besoin encore d'être aidés et d'avoir un support de langage, ça leur permet d'avoir ce cahier de vie numérique, de rentrer à la maison et puis de montrer à leurs parents, de faire ce lien qui est très important pour un élève de maternelle, de montrer par l'intermédiaire de ces photographies, ces films, ce qui s'est fait dans la journée à l'école. Aux tablettes numériques offertes par Children and Future s'ajoute également une classe mobile avec connexion Wi-Fi et des boîtiers de réponse, sorte de petits boîtiers de vote permettant aux enseignants de mesurer en temps réel le degré de compréhension de l'ensemble des élèves de la classe. C'est une immense fierté, d'autant plus ça faisait de nombreuses années que nous souhaitions vraiment faire quelque chose pour les enfants scolarisés à Monaco. Et franchement, de voir tous les résultats, ce qu'on a vu dans une classe d'AIS, ce que les tableaux interactifs pouvaient représenter pour ces enfants, c'est vraiment c'est très émouvant et on est vraiment très fiers et très contents. Et c'est pour ça qu'on continuera à soutenir l'éducation nationale dans toute leur action dans ces domaines avec une immense fierté. Et je pense que c'est parti pour durer de nombreuses années.
Children and Future qui, pour pouvoir continuer à aider la jeunesse monégasque, mais aussi les enfants des pays les moins favorisés, compte sur vous. L'association vous donne rendez-vous dès le 16 novembre prochain pour le coup d'envoi de sa plus célèbre action, son action fondatrice, la No Finish Line. Le départ sera donné à 14 h sur le terre-plein de la grande digue du port Hercule. On reste dans le domaine associatif et humanitaire. Le Rotary International a organisé en principauté la réunion de ses dirigeants de la zone Europe-Afrique en fin de semaine dernière, avec un thème bien particulier, le Rotary du XXIe siècle. Reportage. 695 dirigeants du Rotary se sont retrouvés en principauté, tous de la zone Europe et Afrique. Le Rotary International est le premier club-service créé au monde en 1905 à Chicago. Depuis, cette association rassemble plus de 34 000 clubs à travers les 5 continents et comprend 1 200 000 membres. Notre devise est servir d'abord, c'est-à-dire monter des actions et des projets dans les clubs du Rotary envers la société dans différents domaines qui sont la maladie par exemple, qui sont les ressources humaines, qui sont l'alphabétisation, qui sont l'éradication de la polio dans le monde. Actuellement, on a vacciné 2 milliards d'enfants dans le monde. Donc nous avons une vocation planétaire avec des domaines d'action extrêmement nombreux. Et ce qui nous caractérise également dans nos clubs, c'est la diversité des membres du Rotary qui sont tous des professionnels et qui amènent leur professionnalisme au service du fonctionnement du Rotary International et au service de la société. Le thème de cette réunion, le Rotary face au XXIe siècle. On a 5 jours pour savoir justement comment on va voir le Rotary du XXIe siècle. Nous, ce que nous voyons, c'est que la société évolue de manière extrêmement rapide et notamment avec des moyens de communication. Donc nous avons non pas à nous adapter, mais à prévoir ce qui va se passer dans un avenir très proche. Et la vraie question est de savoir quel doit être le devenir, la structure, le mode de pensée, les objectifs d'un club service au XXIe siècle, étant donné le contexte économique, social, culturel et les différents problèmes qui se passent dans les différentes régions du monde. Donc nous allons travailler là-dessus et j'espère qu'on aura des solutions à proposer pour être beaucoup plus performants compte tenu de l'évolution très rapide de la société, notamment en ce qui concerne les moyens de communication. Et parmi les membres dirigeants du Rotary, un représentant de Monaco. Je préside le club de Monaco, nous représentons 55 Rotariens parmi 1,2 million dans le monde et nous sommes très heureux que les représentants internationaux pour toute une région du monde soient venus à Monaco pour discuter de l'avenir du mouvement. Nous participons assez modestement, je dois dire, c'est-à-dire comme un club, aux actions internationales telles que la lutte contre la polio et d'autres aussi, et des actions locales. Et c'est très intéressant pour nous de pouvoir entendre les réflexions de nos amis sur l'avenir du mouvement. 5 jours de conférences, de débats et d'ateliers pour cette réunion du Rotary International, comme cette conférence animée par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, dont le thème était « L'amour, une philosophie pour le XXIe siècle ». Culture, une dizaine d'auteurs se sont donné rendez-vous samedi après-midi à la galerie L'Entrepôt pour présenter leur travail littéraire à des ouvrages qui sont mis en ligne sur la librairie numérique de Monaco. Christine Datomel et Serge Prémont se sont rendus sur place. Lire et publier en ligne, telle est la mission de la librairie numérique de Monaco. Cet univers surprenant rassemble des auteurs régionaux. Plus de 1000 ouvrages sont disponibles sur la toile. Une nouvelle manière d'aborder la lecture, la librairie numérique est née il y a 3 ans de cela en principauté. Nous voulions lancer des auteurs de Monaco, des auteurs de la région, agrandis bien sûr, à la France, à l'Europe et aux autres pays, puisque nous en avons maintenant plus de 1000. Nous voulions que ce soit différent d'Amazon, plus intimiste et en même temps plus sophistiqué. Le site propose aux internautes l'achat de lectures d'ouvrages numériques en ligne ou par téléchargement. Pour les internautes plus traditionnels, les écrits peuvent également être vendus en version papier par envoi postal. De plus, la librairie numérique assure la publicité des auteurs et organise ponctuellement des séances de dédicaces. Confident du prince régnier et ancien directeur de la SBM, Jacques Sédou de Clauzonne vient de faire son entrée sur le site avec son livre « Je me suis bien amusé ». Un ouvrage autobiographique qui retrace des anecdotes insolites et amusantes sur la vie de l'auteur, malgré des blessures inguérissables. Un récit impudique, féroce et drôle que l'auteur a souhaité rendre plus accessible.
C'est la possibilité d'être lu par beaucoup plus de gens que ceux qui lisent de moins en moins des livres. Et c'est l'époque moderne. Moi, je suis très âgé et je continue à lire des livres et des journaux, mais je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de tablette, je n'ai rien de tout ça. Et je sens qu'il va falloir un jour que je m'en aille très vite parce que je vais être dépassé. Et quand j'irai chez le libraire, je ne trouverai plus de journaux papier. Donc du coup, vous vous êtes dit, il est temps de faire un pas en avant et d'aller sur la toile. J'espère que un certain nombre de personnes auront envie de regarder un livre qui s'appelle « Je me suis bien amusé » et qui est iconoclaste parce qu'il y a des passages très tristes dans la mesure où je parle beaucoup de ma femme qui est morte il y a 10 ans, qui m'a fait 6 enfants. Je parle d'un de mes fils qui s'est pendu et j'aurais pas dû appeler ça « Je me suis bien amusé », mais je ne voulais pas arrêter ma vie à 2 événements ponctuels, même si ils m'empêchent de dormir la nuit. Sur le site, un autre auteur, Félicita Guillot, apparaît également. Docteur en sciences politiques, la jeune femme s'est lancée un nouveau défi, celui d'expliquer, au travers de ses livres, aux enfants des sujets graves, comme la mort ou la séparation. C'est quoi le divorce, qui explique le divorce aux enfants, avec des illustrations de l'artiste Patrick Moya. C'est un projet que j'allais abandonner à plusieurs reprises et puis c'est grâce à la librairie numérique que je vais continuer à chercher justement un éditeur. C'est un livre donc, qui explique le divorce aux enfants. C'est une œuvre qui j'ai été inspirée par des amis de mes enfants, j'ai 3 enfants. Et je me suis rendu compte que les enfants restent souvent très seuls par rapport à ce sujet, que les parents évitent le sujet. Donc c'est un livre dont le texte est assez, les termes sont assez difficiles pour pousser les enfants de parler avec les parents ou un adulte justement, pour être mieux compris. Et pour favoriser le goût de lire et pour les amateurs de bons livres, sachez que la librairie numérique organise sa 3e édition des rencontres littéraires Fabian Boisson. L'événement aura lieu les 17 et 18 mai prochains à l'auditorium Régnier 3. Direction le centre hospitalier Princesse Grasse. Peu copieux ou sans saveur, les repas en hôpitaux ont souvent mauvaise réputation. Mais au CHPG, au contraire, l'alimentation a une place très importante. Depuis le mois de septembre, l'hôpital de jour propose un service de restauration innovant avec la mise en appétit des patients parfois fragiles. Reportage d'Élodie Messager. Madame, bonjour, je vais vous proposer la carte du jour. Alors, je vous propose le menu et puis je vais vous faire choisir ce qu'il y a comme plat du jour. Des plats élaborés et gourmands, confectionnés à la minute, un service hôtelier personnalisé. Nous ne sommes pas dans un restaurant gastronomique, mais bien à l'hôpital de jour du centre hospitalier Princesse Grasse. Les enquêtes de satisfaction ont conduit le personnel à améliorer la qualité des prestations. Les plateaux de l'hôpital de jour, au jour d'aujourd'hui, sont des plateaux que l'on pourrait qualifier de haut de gamme, c'est-à-dire des plateaux servis avec de la vaisselle en porcelaine blanche, verre à pied, couverts de prestige, et bien évidemment tout cela assorti de mets judicieusement choisis à la cuisine centrale de l'hôpital et préparés par des cuisiniers présentés pour mettre en appétence justement nos clients, nos patients de l'hôpital de jour. Les plateaux standards ont laissé place à des menus variés, équilibrés et adaptés. Ce projet de restauration innovant s'inscrit dans une véritable démarche thérapeutique pour apporter confort et réconfort aux patients fragilisés par les traitements. Dans leur pathologie, c'est vrai qu'il est vraiment très important qu'ils puissent se nourrir, qu'on a vraiment un risque de dénutrition dans toutes ces pathologies et le temps du repas est quelque chose d'important. Il est aussi important en plus au moment des traitements parce que ça fait partie, c'est un petit peu leur récréation au milieu de tous les traitements. Nos patients, quand ils ont ces maladies-là, et avec les prises en charge thérapeutiques lourdes qu'ils ont, si leur état nutritionnel et les plateaux appétissants qu'ils mangent en font partie, si leur état nutritionnel se stabilise, voire s'améliore un peu, on sait très bien, nous, en cancérologie, que ça a un impact pronostic qui est relativement important. Première enchantée de cette nouvelle formule, les patients accueillent leur plateau avec un grand sourire. Depuis le mois de septembre, ils voient clairement la différence. Avant, on avait le choix entre 3
3 repas, c'est vrai que quand on vient souvent, ça fatigue un peu. Mais là maintenant, c'est vrai que c'est chaque fois vraiment super bien présenté, bien équilibré. C'est très très bon. Dès que vous arrivez, on vient vous demander ce que vous désirez manger. Il y a toujours un choix fantastique. J'ai déjà essayé beaucoup de choses puisque je viens quand même assez régulièrement et c'est vraiment chaque fois très bon. L'hôpital de jour du CHPG accueille en moyenne chaque jour une trentaine de patients. Chacun d'entre eux a le droit à un menu sur mesure. Quel temps va-t-il faire cette semaine? Réponse avec la météo. A commencer par mardi, du beau temps avec un large soleil et pas de nuages, les températures de 12 à 20 degrés. Mercredi, encore une belle journée, le soleil sera légèrement plus voilé, il fera de 13 à 19 degrés. Jeudi, un soleil plus intermittent et des nuages plus épais en seconde partie de journée. Les températures restent acceptables pour la saison, de 14 à 18 degrés. Et enfin vendredi, une détérioration, beaucoup de nuages et parfois de la pluie, les températures baissent de 14 à 15 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre journal des sports présenté par Frédéric Elion en pleine forme. À très bientôt, au revoir. Et parlons à présent de la No Finish Line dont le coup d'envoi sera donné samedi en principauté. Comme chaque année, de nombreuses institutions se réunissent pour monter une équipe. Nous sommes allés à la rencontre de celles formées par l'hôtel Métropole et Peace and Sport. Les explications d'Émilie Rousseau. Chaque année, vous êtes nombreux à vous mobiliser pour cet événement devenu incontournable. La No Finish Line débute samedi sur le port Hercule. Vous connaissez le principe de cette course à la fois sportive et caritative. Pour chaque kilomètre parcouru, 1 € est reversé à l'association Children and Future qui vient en aide aux enfants souffrants, maltraités ou en difficulté. De nombreuses institutions, entreprises et associations se mobilisent chaque année. C'est le cas par exemple de l'hôtel Métropole. Pour cette 14e édition, il a décidé de faire équipe avec Peace and Sport. J'avais rencontré Wilson Kipketer déjà à 2 ou 3 reprises. On s'était croisés sur le chemin du Cap Martin pendant un entraînement et puis on a sympathisé. Et puis voilà la connexion, Marc Rakil, Wilson, l'équipe de Joël Bouzou. 2 ou 3 conversations autour d'un café, autour d'un coca et le tour est joué. On s'est dit voilà, cette année, on va tous les deux, ensemble, monter une belle équipe qui va œuvrer pour une œuvre extraordinaire. Et puis, il faut voir aussi les liens que nous avons avec l'organisateur de la No Finish Line. Ce n'est pas juste un simple truc de charité, c'est une épreuve humaine de 8 jours. Et c'était ça aussi notre objectif, de rendre la No Finish encore plus grande, encore plus belle, y faire des rencontres. On y rencontrera tous les soirs les champions de la paix, y créer des liens, une amitié, et puis le plaisir de courir ensemble, le plaisir de partager, de se faire plaisir. Ça va être une très très belle No Finish Line. Composée de 300 coureurs, cette équipe se relaiera jour et nuit. Cerise sur le gâteau, chaque soir à 18h30, un champion de la paix sera présent pour partager un moment avec les participants. Sont attendus Marc Rakil, Pierre Frola ou encore la championne de saut à la perche, Yelena Isimbayeva. On va mobiliser donc la communauté des champions de la paix qui sont basés à Monaco, comme Yelena Isimbayeva, des grands champions qui sont des champions olympiques comme Wilson Kipketer, des champions du monde, qui vont participer tous les jours à la No Finish Line pour, autour de leur notoriété, drainer un certain nombre de personnes de la société, soit des adultes pratiquants ou non pratiquants de sport, des jeunes, des enfants, etc. De manière à ce qu'on ait, nous aussi, un impact sur le résultat final, même si ce n'est pas quelque chose qui va servir à implémenter des programmes Peace and Sport, c'est quelque chose auquel Peace and Sport tient à participer. Ça fait aussi la promotion de tout ce qui peut se faire de bien en principauté. Donc on est particulièrement fiers de participer à cet événement. Profitez de la notoriété de ces champions pour pouvoir attirer encore plus de participants. L'année dernière, plus de 270 000 kilomètres avaient été parcourus, soit 270 000 € reversés à l'association. Pour cette 14e édition, les dirigeants de Children and Future se sont fixés un nouvel objectif. Cette année, nous espérons atteindre les 300 000 kilomètres, les 10 000 participants, donc reverser 300 000 € à tous nos différents projets qui touchent bien évidemment aux enfants. Parce que c'est quand même le but de notre association et de notre manifestation, c'est aider les enfants en difficulté, que ce soit au niveau maladie, au niveau scolaire ou réinsertion.
Et de nombreuses surprises sont prévues du 16 au 24 novembre prochain. Rendez-vous donc à partir de samedi sur le port Hercule pour le coup d'envoi de la No Finish Line. Vous venez de l'entendre, chaque soir, 8 champions de la paix seront présents sur le port Hercule. Parmi eux, Wilson Kipketer, Kaveh Merabi et Marc Rakil. Ils nous ont livré leurs impressions avant de participer à la No Finish Line. Vous savez, après avoir couru autant d'années pendant ma carrière, je n'ai plus de pression. La seule chose que je peux faire, c'est répondre présent et donner le meilleur de moi-même. C'est un plaisir pour moi de courir avec les participants et de partager ce moment avec eux. J'espère pouvoir faire 50 ou 100 km, ça serait super. Nous, anciens athlètes, nous avons un rôle important à jouer. Nous sommes encore plus concernés vu notre statut de champion de la paix avec Peace and Sport. Nous croyons aux valeurs du sport et surtout à son impact qu'il peut avoir sur la paix dans le monde. Ce partenariat avec la No Finish Line, l'hôtel Métropole et Peace and Sport va venir en aide aux enfants dans le besoin. Une fois encore, nous avons un rôle important et il faut que nos carrières d'anciens sportifs de haut niveau servent. J'ai vraiment hâte d'y être. La cause est belle et là on va tous se réunir et se mobiliser pour pouvoir soulever des fonds, pour cumuler un maximum, on va essayer de cumuler un maximum de kilomètres pour soulever des fonds. Alors vous allez boucler la boucle, c'est ça dans le programme? Exactement, j'ai l'habitude. Effectivement, j'ai l'habitude, c'est ma grande spécialité de boucler la boucle, sachant que je suis coureur de 400 mètres. Mais j'avoue que durant la semaine, je serai là aussi pour cumuler des kilomètres. Et place à présent à vos résultats sportifs du week-end. En tennis de table, superbe victoire de Monaco 8-4 face au club de Serra, prétendant à la montée en National 1. 4 matchs, 4 victoires pour les pongistes monégasques, leaders de la poule. Les hommes du président Loulergue peuvent rêver d'une montée historique en National 1. En basket, Monaco l'emporte sur le parquet de Cergy-Pontoise, 94-75. Les joueurs de Savo Vucevic pointent désormais à la 2e place au classement de N1 avec un bilan de 6 victoires et 2 défaites. Eux aussi cartonnent dans leur championnat. Les volleyeurs de l'AS Monaco se sont imposés à Avignon 3-7-0. Au classement, l'ASM est 3e à 3 points du leader et favori de la poule, Fréjus. Et enfin, week-end parfait pour le sport collectif monégasque puisque l'ASM Handball a dominé au Bagne, 40-28 au Stade Louis II. Les joueurs de Stéphane Cordinier remontent à la 6e place en N2. Et coup de projecteur sur l'équipe de Sport Boule de Monaco. Elle s'est envolée en fin de semaine dernière en Argentine pour participer au championnat du monde. Émilie Rousseau a rencontré les boulistes monégasques quelques heures avant leur départ. Reportage. C'est une compétition à laquelle Monaco participe depuis sa création il y a une 60aine d'années. Les championnats du monde de sport boule, plus communément appelés boules lyonnaises, se déroulent actuellement au cœur de l'Argentine, à Bahia Blanca. Une trentaine de pays participent à cette compétition, dont bien évidemment la principauté. L'équipe sera composée de 3 joueurs, Eric Lotto, Fabien Perret, Valerio Bruni. Et ces 3 joueurs participeront à 4 épreuves du championnat du monde. Sur les 6 qui seront en compétition. Alors quelles sont ces épreuves? Le double, le simple, le combiné et le précision. Et cette équipe de Monaco a du potentiel puisqu'elle compte dans ses rangs Eric Lotto, médaillé de bronze en combiné au dernier championnat du monde. Plus que déterminés, les Monégasques ont à cœur de ramener une médaille d'Argentine. On est une équipe, on se connaît très bien, ça fait très longtemps qu'on joue ensemble. Et tous les 2 ans qu'on participe au championnat du monde, on arrive toujours un petit peu à montrer qu'on est une grande nation. On a envie de faire honneur à l'État de Monaco et si possible essayer de ramener une médaille. Donc on est passé, que ce soit au championnat d'Europe ou au championnat du monde, on n'est vraiment pas passé loin. Enfin je parle pour mon cas parce qu'Eric Lotto lui l'a ramené la médaille. Donc cette année j'aimerais bien faire l'effort et la ramener pour tout le monde, pour l'équipe, pour le club, pour moi, pour vraiment tout le monde. Vous l'aurez compris, cette équipe monégasque compte bien se faire une place dans cette compétition et pourquoi pas faire vibrer l'hymne monégasque en Argentine. Et les résultats de cette équipe monégasque de Sport Boule seront bien évidemment à suivre lors de la prochaine édition de notre Journal des Sports. Ce Journal des Sports est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse sur ces images de la 37e édition du traditionnel cross du Larvoto. Près de 400 coureurs étaient réunis dimanche pour cette épreuve organisée par l'AS Monaco Athlétisme. Au programme notamment la course des As, longue de 6 km 300.
Victoire finale de Zouer Werdi devant son partenaire de l'ASM Athlétisme Kaïs Adli. Nicolas Coulet de la Sûreté publique complète le podium. À très bientôt sur Monaco. Merci bénévole.